Chers téléspectateurs Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et de vous retrouver pour un nouveau Knesset et Match avec ce soir un débat avec deux intervenants. Alors un débat bien sûr, hein, vous avez l'habitude maintenant sur la vie sociale et politique israélienne. Deux intervenants à la sensibilité politique radicalement opposée, mais qui ont accepté mon invitation à débattre dans le respect, sans tabou ni langue de bois. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Lali Deray. Bonsoir Lali. Bonsoir Galit. Alors je te présente plus, journaliste, militante du Likoud, et puis voilà, femme à 1000 facettes, tu fais plein de choses, tu t'arrêtes pas. Et à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Éric Seton. Bonsoir Éric. Bonsoir Galit. Alors bonsoir. Alors c'est la première fois que tu nous fais l'honneur de venir sur le plateau de Tandem TV. Alors Éric, toi, tu es lieutenant-colonel de réserve de l'unité 669 Shesh Tesha, directeur médical de l'hôpital privé de Herzliya Medical Center, membre du Parti travailliste, et tu te définis comme étant à l'aile droite du Parti travailliste. Très bien. Alors, ce soir, je vous propose d'aborder trois sujets qui sont d'actualité au moment où nous enregistrons cette émission. Oui, on en a pour quelques heures, donc on va essayer de faire vite, vu la vitesse à laquelle la vie politique israélienne évolue. Alors, comme premier sujet, je vous propose le feuilleton de l'aller-retour express de la députée arabe issue du parti post-sioniste Meretz, Jayda Rinaoui Zouabi, et le prix, ce que nous a coûté à tout le pays, son retour dans la coalition, le vote des bourses d'études pour les soldats de Tsahal et l'enjeu de ce vote, l'enjeu qu'il a été pour la coalition et pour l'opposition. Et en troisième sujet, je vous propose les démissions en série du cabinet du Premier ministre et la capacité pour Naftali Bennett de gouverner sans plus aucun soutien. Alors, on y va, premier sujet, c'est parti. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite donc, par le feuilleton qui nous a accompagnés tout le week-end dernier, avec la démission de la coalition de la députée Meretz Jayda Rinaoui Zouabi et son retour final donc, dans la journée de dimanche. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est si vous pensez que tout cela était préparé, orchestré, prévu, mis en scène, et qu'elle a finalement obtenu ce qu'elle voulait, plus d'argent, ou est-ce qu'elle était tout à fait sincère et la politique répressive de ce gouvernement de droite était insoutenable pour cette âme sensible, pardonnez mon ironie, et même si ma question est tout à fait sérieuse. Alors, je pense que oui, c'était orchestré. C'est pas orchestré de sa part, je veux dire. Je pense qu'elle a, toute cette coalition, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive, qu'on a un déserteur qui a un potentiel déserteur, qui donc fait un peu un coup de force et qu'on lui offre monts et merveilles. Et c'est déjà arrivé à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, je crois, elle avait voté contre une loi en faveur des LGBT, il me semble, et on lui avait dit non, si tu votes avec la coalition, alors on t'offre le poste de consul à Shanghai, en Chine. Et donc elle a dû vouloir réitérer l'histoire. Sauf que là, elle a fait ça de manière beaucoup plus flagrante, avec une lettre bien écrite. Une vraie démission. Une vraie démission. Et ce qui est très étonnant et qui aurait dû, moi je pense, mettre la coalition dans une situation de se dire c'est pas possible, on peut pas lui donner ce qu'elle veut, c'est que dans sa lettre, elle ne parle pas du tout des besoins économiques et sociaux de la population arabe. Elle n'a que des aspirations, que des demandes nationalistes. Ça veut dire qu'elle dit « Je n'ai pas pu supporter voir ce qui se passe sur El-Aqsa, on appelle nous le mont du Temple. Je n'ai pas supporté la mort de la journaliste de Al Jazeera. Je n'ai pas supporté que des revendications donc nationalistes. » Alors, à la fin, c'est vrai, elle a obtenu des budgets, des subventions, des budgets pour la société arabe israélienne. Et de mon point de vue, c'est pas forcément mauvais, d'accord ? Je vais mettre ça sur la table dès maintenant. Mais
comme le narratif qui a régné autour de cette affaire, c'est un narratif que quand tu mets du poing sur la table sur des questions de nation, la nation palestinienne qui demande, qui a des revendications nationalistes, elle n'a d'ailleurs pas du tout parlé des 19 victimes du terrorisme palestinien qui ont été assassinées, elle ne s'en est pas préoccupée du tout. Quand une députée, c'est ce que les Arabes israéliens entendent, quand notre représentante, une députée arabe israélienne, a des revendications nationalistes, eh bien, on ne lui dit pas, eh bien, nous ne sommes pas là, nous n'allons pas briser nos valeurs pour toi, et là, mais au contraire, nous allons lui offrir des subventions et des budgets. Et ça, je crois que c'est le vrai problème. Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'offrir aux Arabes israéliens, on avait la promesse de Raham, de Mansour Abbas, qu'il n'allait s'occuper que des questions sociales. Et c'était une vraie promesse, et j'en étais la première, je m'en suis pris plein la tête pour avoir soutenu le fait que Raham, à l'origine, aurait pu rentrer dans un gouvernement de droite. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette promesse, elle tient sur rien parce que il va en Turquie pour aller voir les frères musulmans quand il s'agit du mont du Temple. Il y a des drapeaux Hamas qui sont brandis sur le mont du Temple. C'est donc cette Rinaoui Zouabi, sa lettre de démission est uniquement centrée sur la question nationaliste palestinienne. Et donc on se dit, est-ce qu'on nous a menti ? Est-ce que c'était une tactique? Ou est-ce que, tout simplement, les députés arabes israéliens n'ont pas encore appris à faire partie de la politique israélienne? Alors, Éric? Alors, je crois qu'il faut commencer par la fin, en fait, par le résultat. Le résultat, c'est effectivement des budgets pour la population arabe, des budgets qui ont été promis, qui sont en fait des budgets qui n'ont pas été en plus de ce qui a été promis Ils sont déjà budgétés dans Ils sont déjà budgétés, ils sont simplement... Mais alors, attends, des problèmes de bureaucratie. C'est exactement, ce sont partis des 50 milliards. Ils font partie des 50 milliards. Exactement, ce sont des budgets qui doivent être débloqués, parce que si vous avez travaillé avec les ministères des Finances, il y a le budget, il y a ce qui est promis, et après ce qui arrive, réellement. Donc c'est vraiment, ça a été un coup de force pour essayer de faire avancer, en fait, comme on disait en France, le schmilblick, pour faire avancer le procédure, parce que ça prend du temps. Les officiels du ministère du Trésor, du ministère des Finances, n'aiment pas du tout payer, n'aiment pas du tout remplir leur budget. Montrez-moi que vous faites avancer, et puis on vous amènera. Mais je ne comprends pas. Pourtant, vous avez parlé d'un plan quinquennal avec un budget qui allait passer. Mais entre les politiciens et la réalisation, il y a les fonctionnaires. Les fonctionnaires du Trésor, c'est connu en Israël. On les appelle, c'est Anshe Agrouch. C'est quoi Agrouch? C'est l'ancienne monnaie israélienne, donc 1 centime, on va dire, qui ne regarde la réalité que par le biais de cette petite monnaie-là. Ils sont tout le temps en train de faire des comptes d'apothicaire pour essayer de dépenser le moins possible. Alors oui, les politiciens, ils font de la politique et donc ils font des promesses et ils promettent monts et merveilles. Et ensuite viennent donc les fonctionnaires du ministère des Finances qui disent ah non, regardez, on va essayer d'abord, on va voir que, comme a dit Éric, on va voir que ce plan avance, que vous êtes vraiment véritablement sérieux, que vous êtes capable de prendre sur vous cette responsabilité, et on va vous donner. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? Le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je ne sais pas vous dire sur cette question-là. Pourquoi, dès lors, y avait-il besoin de repasser par la case du comité parlementaire des finances? Si c'était déjà budgétisé, si ça faisait déjà partie du budget entre 2022 et 2023, pourquoi alors chacune de ces demandes est repassée par la case de la commission parlementaire des finances? A priori, oui. Dès hier. Oui, donc a priori, il n'y avait pas besoin de ça. Donc je me demande à quel point... C'est également pour renforcer la demande, pour renforcer que le comité... pour donner une espèce de tampon, d'estampillé. D'abord, je voudrais refaire une remarque. Le parti Meretz, il est sioniste, il n'est pas post-sioniste. Il se déconsidère comme un parti sioniste. En ce qui me concerne, je le considère comme un parti post-sioniste. Mais RAM n'est pas un parti sioniste, et ça, on ne pourra jamais leur demander. Mais Meretz est un parti sioniste. Je connais certains qui sont servis. Ils ont servi à l'armée. Oui, mais c'est un nouveau sionisme. Ils sont pour un nouveau sionisme. Ils sont pour intégrer... Pour moi, le Likoud est un parti post-sioniste. Quand il demande un populisme démagogue, pour moi, c'est du post-sionisme. Donc, je crois qu'il faut...
il faut arranger Mais toi, tu te définissais tout à l'heure comme étant de l'aile droite du Parti travailliste. Oui, parce que aujourd'hui, Ben Gurion serait d'extrême droite, hein, si on était. Non. S'il disait les idées de Ben Gurion aujourd'hui. Si Ben Gurion, il a dit je soutiens tout à fait les idées de Ben Gurion et je soutiens tout à fait les idées du parti Avoda. Pour l'instant, on essaye de vivre avec ce qui se passe en Judée-Samarie. On essaye de trouver... C'est plus le problème, la Judée-Samarie, c'est ça qui est étonnant. C'est exactement, ce n'est plus un problème, parce qu'il y a un modus vivendi qui s'est créé, mais c'est quelque chose qui va devenir un problème si on ne le gère pas. Ça fait 55 si ans on ne le gère dit pas. que la Judée-Samarie va devenir un problème. Pour le moment, on est déjà 400 000, plus 300 000 à Jérusalem-Est, comme on dit. Mais si on ne le gère pas, exactement, il faut le gérer. Ouais. Tout à fait. Donc c'est pas quelque chose où on peut régler le problème, mais un problème qu'il faut le gérer. Il faut le gérer. Il y a plusieurs façons de gérer. Pour revenir à ce que je disais sur les Arabes israéliens, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas programmé, mais je pense qu'elle a quand même réfléchi. Elle n'est pas idiote. Alors pourquoi je vous ai demandé si c'était programmé ? Elle a essayé de faire un coup de force pour se mettre devant, montrer qu'elle amène les budgets, et surtout, le narratif qu'elle a choisi, c'est un narratif qui est courant dans la rue arabe. Justement, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Est-ce que le pari qu'a fait Mansour Abbas de ne plus parler de ça, en fait, il tient sur rien, il tient pas. C'est pas qu'il tient pas, mais c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est long à changer. C'est comme si tu parles pour les ultra-orthodoxes de changer Pardon ? Les Havdil. Exactement, non, mais j'ai travaillé avec les orthodoxes également. Le changement qui se fait dans la société également là-bas est lent et difficile. Ça se fait également dans la société arabe, mais c'est difficile et c'est lent. Et le langage qu'il parle est un langage effectivement de la nation palestinienne, on l'a vu. Non seulement je te parlais de Ben Gurion, on était hier encore une manifestation à l'université Ben Gurion, donc de Be'er Sheva dans le Negev, qui a été donc non seulement permise par l'université, mais promue par l'université avec des drapeaux. C'était à l'origine le drapeau de l'OLP, aujourd'hui c'est le drapeau de l'autorité palestinienne. Ben Gurion, qui a donné des interviews peu avant son décès, il disait que la Palestine, ça n'existait pas, c'était faux, c'était un leurre, ce sont les Philistins. Il posait des questions, quelle est leur monnaie, quelle est leur culture, quelle est leur langue. Donc c'est pour ça que Galit te disait, il serait considéré comme quelqu'un d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui quasiment personne, à part peut-être Ben Gvir et Smotrich, ne disent le peuple palestinien n'existe pas. Or Ben Gurion le dit. Donc est-ce que moi, à mon avis, aujourd'hui, Ben Gurion, il n'est pas en train de se retourner dans sa tombe, il est en train de. Il y a quelques années qui sont passées. Il y a une population. On s'en fout comment ils se définissent eux-mêmes comme Palestiniens. Et la loi nation, la loi de l'État-nation a tout fait pour renforcer justement cette définition. Au lieu un instant, c'est une loi qui est excellente de mon point de vue, mais il manque une seule chose, c'est une loi qui devient inique parce qu'elle oublie une chose, c'est de garantir les droits des citoyens, les droits personnels des citoyens. Donc pour ça, en faisant ça, on a repoussé les Palestiniens dans une définition étatique. Je vais te retourner la question. Cette loi fondamentale de l'État-nation, elle est venue pourquoi ? Justement parce que la Cour suprême utilisait une autre loi fondamentale, la loi fondamentale du respect des droits de l'homme, pour justement prendre toujours parti, ou quasiment toujours parti, de la minorité arabe face à la majorité juive. Et donc il fallait quand même établir un statut, un cadre dans lequel, on parlait par exemple... La Cour suprême n'a jamais défini les droits d'une minorité arabe. Elle définit les droits personnels, les droits individuels. Sauf que c'est ce qui était important de garantir dans la loi nation. Mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que c'est bon pour la Suisse. En Suisse, on peut brandir n'importe quel drapeau, personne ne va se sentir menacé et va dire on est en train de menacer le caractère du pays. En Israël, quand tu donnes des droits individuels, c'est-à-dire que quand tu as par exemple une Cour suprême qui décide que dans ma localité à moi, il y a une route qui passe par un terrain dont personne n'a réussi à prouver à qui il appartenait, mais la Cour suprême a décidé que puisqu'il y avait un point d'interrogation autour, on allait briser cette route. Quand tu fais ça,
ce n'est plus uniquement un problème de droit personnel, ça devient un problème de droit national. Parce que ça veut dire que tu renonces à ta souveraineté. Et c'est la même chose pour les drapeaux. C'est la même chose pour les drapeaux palestiniens. En Judée-Samarie, en Yehuda et Shomron, en Judée-Samarie, la souveraineté est différente. Okay, légalement, elle est différente. Israël n'a jamais annexé, comme elle a annexé, comme elle a annexé Jérusalem. C'est-à-dire le Golan et Jérusalem ont été annexés, donc de loi, de juré, c'est l'État d'Israël. Et la souveraineté est définie de façon différente. Donc la loi, le tribunal doit juger suivant la loi. Il ne peut pas juger suivant une différence. Oui, on paye ça aujourd'hui. Et pour revenir donc à cette députée, à mon avis, le prix qu'on paye justement de pousser, et c'est les Druzes également qui sentent comme ça. Et j'ai beaucoup d'amis Druzes qui ont servi l'armée, dont le commandant en chef du corps médical. Ils sentent qu'Israël et que les Juifs ne comptent pas la population qui est avec eux, ne prennent pas en compte ne les prennent pas en compte en tant que citoyens, en tant que civils. Vous savez que les Arabes, j'ai beaucoup d'Arabes qui travaillent avec nous, chez nous, qui sont infirmiers, médecins. Les noms qu'ils donnent à leurs enfants sont des noms à double consonance. C'est Aden, c'est Eden. C'est Rami, c'est Rami. C'est des noms qui sont pour s'intégrer dans la société israélienne. On a vu cet arabe Youssef Haddad. Oui, bien sûr. Mais Youssef Haddad, il est minoritaire. Et si on reprend ce que avait dit le député en France à l'époque de la Révolution française, il faut donner aux Juifs tout en tant qu'individuel et rien en tant que nation. C'est la même chose ici. Il faut donner tout en tant qu'individuel et rien en tant que nation. Sauf que les Juifs en France, ils n'ont pas d'aspiration nationaliste. Exactement. Sauf qu'ici, ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si tu leur donnes tout en tant qu'individu, ce qui, à mon sens, aujourd'hui est déjà le cas, et tu ne leur donnes rien en tant que nation, eux, ils vont venir et ils vont, comme on voit aujourd'hui, les Arabes, ils ont des aspirations nationalistes. Justement, il y a mais ça, c'est parce que c'est ta réflexion d'homme occidental. Non, c'est ma réflexion la mentalité arabo-musulmane. d'Israéliens qui travaillent avec. Oui, mais je pense que vous ne prenez pas en compte assez l'éducation qu'ils reçoivent depuis l'âge de 2 ans, de 3 ans. Cette éducation arabo-musulmane, c'est une vraie idéologie. C'est-à-dire que quand on élève des enfants depuis l'âge de 0 dans la détestation et dans la haine de l'autre, ce que nous ne faisons pas dans nos écoles, Pourquoi les écoles ne sont pas mixtes? Pourquoi l'arabe n'est pas appris à l'école, à la Kita Aleph? Mais pourquoi il y serait appris en Kita Aleph? Justement parce qu'on vit dans un... c'est notre faute, on les intègre pas. C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème de l'occidental. Non, mais nous sommes la majorité. C'est pas une question d'occidental. Nous sommes la majorité. Si. Nous sommes la majorité et la majorité doit diluer. Les Français sont la majorité. La majorité doit diluer la minorité. Ok? La majorité doit diluer les minorités. Si on les conserve en tant que minorité, ils sont dans leur village, ils sont dans leur ville, ils sont dans leur... Tu viens de dire qu'ils sont médecins et infirmiers. Mais ils n'habitent pas dans les mêmes villages. Vous savez, un des seuls Arabes que je connais qui habite à côté de moi, c'est le patron de la banque Leumi. Ok? Bon, ils doivent atteindre un certain niveau, un standing, pour pouvoir habiter dans le même milieu. Comme tu disais, il y a des choses qui prennent du temps. Je connais un paramédic arabe qui travaille au ministère de la Santé. Il représente Israël dans tous les forums médicaux. Je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis, ce sont des exceptions. Tu dis que ce sont des processus qui prennent du temps. Ça aussi, ça prend du temps. Pour que nous, les Israéliens, on apprenne à faire confiance aux Arabes et à leur dire, à leur ouvrir les portes de nos immeubles, de nos quartiers. Je te rappelle qu'à Lod, il n'y a même pas un an, dans les quartiers à Yafo. Mais regarde, mon fils habite à Yafo, d'accord? Il habite à Yafo. Et c'est un vrai. Il a mis un drapeau sur sa voiture. 3 fois, on lui a arraché. Il a fait sa souka à Soukot dernier. On lui a éclaté sa souka 3 fois. Je te parle. Ce qui s'est passé à Lod, c'est pas si loin. C'est pas si loin que ça. À Lod, ce qui s'est passé il y a même pas un an. À Akko, à Saint-Jean-d'Acre, dans les villes qui sont. Donc, moi aussi, j'aimerais que. Alors juste par rapport à ça. Tu sais que la semaine dernière, cette semaine, il y a eu 3
enfants blessés graves dans des échauffourées entre bédouins, entre eux. Bien D'accord. sûr, ça, mais bien Donc il y a une mais ça, c'est notre problème à nous, ça. Ça, c'est notre problème à nous. Exactement. Alors, Donc, il y a- on a renoncé à la souveraineté, là. Alors, Exactement. justement, Donc je il y a voudrais une juste- violence dans la communauté arabe qu'il faut réduire. Bien sûr. Il faut Éradiquer. travailler Alors, dessus. je voudrais juste demander Donc, justement à Lali. ce n'est pas uniquement contre les Juifs, c'est également contre Entre eux. eux, mais ça, contre c'est eux, évident. C'est par contre rapport à Donc- ça, Eric, je voudrais demander à Lali, qui représente ici donc le Likoud, si effectivement cette période dans l'opposition, parce que le Likoud et Benyamin Netanyahou à sa tête, ils ont fait plein de choses extraordinaires pour ce pays pendant les 12 ans où ils étaient au pouvoir, mais il y a comme ça des pans entiers, des problèmes entiers qu'ils ont juste ignorés et dont ils ne se sont pas occupés. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils ont fait ce qui s'appelle un cheshbon nefesh, ils ont mea compris un mea culpa, ils ont compris leurs erreurs, et est-ce que tu penses aujourd'hui que ce sont des sujets qu'ils prendraient à bras-le-corps et qu'ils régleraient s'ils revenaient au pouvoir? Alors, on me dit souvent que je suis devenue Hamoutsa, comment on dit Hamoutsa? Assise, aigrie. Que je suis devenue aigrie, et pourtant, tous les jours, je remercie ce gouvernement précisément pour ça. Parce que je pense que s'il y a quelque chose de bien qui est venu de ce gouvernement, c'est on s'est rendu compte qu'on pouvait perdre le pouvoir comme ça, que la droite qui croyait que c'était un acquis, elle était un peu devenue le parti travailliste, le Maharar d'avant Begin, d'accord, qui croyait que ça faisait partie, ça lui était acquis le pouvoir. Ils étaient on a élus compris à chaque que pas fois. du tout, on a compris que c'est pas du tout, que ça ne nous était pas acquis et qu'on pouvait perdre le pouvoir. Deuxièmement, que quand on perdait le pouvoir, la situation se transformait à 180 degrés. Troisièmement, que les dossiers que nous avions mis de côté et que je me considère aussi, on a beaucoup parlé de la Cour suprême, on ne s'est pas rendu compte qu'est-ce qui se passait au parquet, on ne s'est pas rendu compte qu'est-ce qui se passait au sein du conseiller juridique du gouvernement. Ce qui se passe au Negev, le fait qu'on a complètement, on a laissé un espèce de no man's land, pas de no man's land, mais les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus de l'État d'Israël dans le Negev ou en Galilée. On a fait beaucoup d'erreurs et je veux espérer qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'entends des députés Likoud avec qui je discute, que la leçon a été apprise. Suivant ce qu'on a entendu de l'enregistrement en clandestin, c'est pas vraiment parce que. Pourquoi? Alors, expliquez quoi l'enregistrement clandestin? Peut-être que pas tout le monde est au courant. C'est un enregistrement clandestin. Hier, ils ont été enregistrés. Donc, il y a eu l'enregistrement d'une réunion du parti. Enfin, en tout cas, des membres, des députés du parti. Donc, un des députés qui a fait filtrer l'information. Et qui ont fuité, où effectivement, vas-y. Mais elle parlait pas de ça. Elle parlait pas de ça. De Miri Regev. Miri Regev expliquait. Elle a parlé, elle a dit que... Non, pas seulement Regev, il y avait également Steinitz qui a dit mais il parlait également... Alors, si on peut faire déjà le... Ce n'est pas 1 million de pauvres, ce n'est pas Ça a été complètement coupé. Moi, j'ai entendu j'ai parlé justement avec Miri Regev ce matin parce que je voulais comprendre. Alors, c'est dommage parce que là, on rentre dans des sujets... dans des sujets qui sont ésotériques. Dans des sujets... Moi, j'aimerais vous attirer sur mon deuxième sujet. Pendant les 12 ans qu'il était au pouvoir... les choses étaient si merveilleuses. Non, je n'ai pas dit que c'était merveilleux du tout. Non, je crois on vient de dire qu'il... Exactement, je crois que non seulement la société arabe a été négligée, mais également beaucoup de pans de la société. Je crois que les ultra-orthodoxes, malgré le fait qui étaient associés au pouvoir, ont été négligés. Du point de vue de l'éducation, tout ce qui est du point de vue éducation a été très négligé. C'est une question ça aussi, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à être éduqué selon tes valeurs à toi. Ils vivent dans une espèce d'autarcie. Pas seulement valeurs si vous me permettez, c'est laisser les ultra-orthodoxes également être ouverts à la possibilité d'avoir Je pense qu'ils se sont ouverts énormément. Ah oui, moi j'en connais. Bon, on va passer, si vous voulez bien, à notre prochain sujet. Donc mon deuxième sujet, c'était le vote qui a eu lieu donc dans la nuit de lundi à mardi sur les bourses d'études aux soldats de Tsahal. Benny Gantz, donc ministre de la Défense, a proposé d'attribuer donc une bourse de 66% aux combattants pour leurs études. Universitaires uniquement. Voilà, les études universitaires. Sauf que les composantes post- et anti-sionistes et islamistes de la coalition ont annoncé donc qu'ils ne voteraient pas pour cette loi. Qui favorise donc des soldats de l'État d'Israël. Exactement. Et donc le gouvernement a eu besoin des voix de l'opposition
pour faire passer l'opposition dans un jeu politique. Voilà, c'est les petites manigances. Voilà, les petites manigances politiques. A annoncé qu'il ne votera pas la bourse en l'état, mais qu'il veut amender la loi et proposer 100% de financement des bourses. Leur argument, vous distribuez des millions à foison aux populations arabes, vous pouvez bien trouver 50 petits millions supplémentaires pour nos khayalim. Eux donnent 100%, donnez-leur 100%. C'était le slogan des derniers jours. Finalement, après de longues heures de tractation, de batailles assez indignes sur les réseaux sociaux, notamment entre Bennett et Netanyahou. Parce que à la Knesset, justement, moi j'ai vu des débats. C'est très normalement à la Knesset, à la Melia, comment on dit? Ça veut dire dans le forum. Dans le forum. Le quorum de la Knesset. Dans le quorum de la Knesset, il n'y a pas vraiment de débat entre la personne qui fait son discours et les députés. Or là, ils ont fait comme si on était dans pleine commission parlementaire. Ils ont commencé à faire un débat, à échanger, à dire, voilà, moi je te donne 75%, qu'est-ce que tu penses de faire? C'est ça. C'est-à-dire il y a eu des tractations. Ouais. Finalement, la loi est passée avec 75%, donc Benny Gantz a accepté d'augmenter à 75%. Le Likoud et donc les partis d'opposition ont donc voté pour, en promettant de faire passer donc ces bourses à 100% dès qu'ils reviendront au pouvoir. Ça, je le note bien dans un petit coin parce que c'est important. Oui, parce que 12 ans, ils étaient au pouvoir et ils n'ont pas pensé à ça. Non. Alors, il y a... Attends, il faut juste... il faut rappeler. C'est pas qu'il n'y avait pas de bourse. Exactement. Il y avait des bourses qui étaient financées par des donateurs, par des oui, mais philanthropes. Donc, personne n'a jamais pensé à ça. Mais il y a eu des bourses. Non, d'accord. C'était des bourses qui étaient... financés, mais ils étaient financés. Ça a toujours été financé. C'est pas que c'est... C'était des bourses qui étaient également je pose la question et on lance le débat. Ouais. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir si, d'après vous, il y a eu un gagnant, un perdant dans cette grande bataille. Je pense surtout à une bataille interne à la coalition, peut-être entre Gantz et Lapid, parce qu'il y a eu Gantz, c'est le grand gagnant de cette jouxte là autour de cette loi, parce qu'il a réussi à se mettre au-dessus de la mêlée, en fait, à se placer comme l'adulte responsable qui a réussi à faire la paix entre la coalition et l'opposition, à trouver une solution qui est acceptable à tout le monde. Il est en train de se propulser premier ministrable, en fait, au niveau de sa stature. Il est en train de dire, voilà, je suis la seule personne capable de mener ce pays. Ça fait partie de sa campagne et il a très très bien joué sur ce coup-là. On peut revenir après. Moi, j'ai écrit aujourd'hui hier sur Israël Hayom un éditorial en remettant en cause le fait même qu'on ne donne de l'argent uniquement que pour des formations universitaires. Je pense qu'on est en 2022 et si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde occidental, c'est 40% des misrot, des emplois à pouvoir aujourd'hui ne sont pas des emplois où on a besoin, et c'est pas forcément des gens c'est pas des conducteurs de tracteurs ou des maçons. On parle vraiment de personnes qui font des formations sur place, qui font ce que s'appelle le long life learning, c'est-à-dire qui apprennent sur le terrain et qui continuent à se former. Et donc, essayer d'obliger les étudiants à aller forcément dans une université et pas dans les instituts universitaires, justement. Bon, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais au niveau, donc, le grand gagnant pour moi, c'est Benny Gantz. Le grand perdant, à en croire Twitter et à en croire les réseaux sociaux, il n'y a pas de perdant, ils ont tous gagné. Mais je pense que Yair Lapid, il a eu un beau camouflet sur cette. Alors, je te rejoins en fait sur les deux sujets. Je crois que je suis d'accord avec toi que Gantz a vraiment bien joué. Je ne crois pas que Lapid ait perdu parce qu'il n'était pas vraiment opposé à une solution négociée comme ça. Il a fait tout son... Non, mais oui. Il aurait préféré que l'opposition vote contre. Oui, il aurait préféré... C'était clair qu'ils auraient préféré que la loi tombe. C'était clair parce qu'on aurait préféré... Non, c'est pas à ce niveau-là. Un peu de naïveté quand même chez notre ami de gauche. Je crois que c'est quand Gantz propose cette solution, c'est une solution qui est déjà... C'est pas lui qui a proposé la solution en présent. En passant, c'est le Likoud qui a fait une... Le Likoud a d'abord fait voter les 100% pour lesquels
tous les membres de la coalition, donc les grands, hein, je parle de Bennett, Lapid, enfin ils ont voté non, contre. ça c'est mercredi. Ça va se passer mercredi. Non, mais ils ont voté contre les 100%. Ils ont voté. Ah bon, moi je crois que c'est mercredi, mais je te parle de. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait les 66%. Il y a ce qui s'appelle les ishtahigouillottes. Je sais pas comment on dit en français les ishtahigouillottes, c'est-à-dire que quand on propose un projet de loi, les différents partis peuvent mettre proposer des amendements. Et donc un des amendements après des heures de tractation, ça a été un amendement proposé par le Likoud justement, et que Gantz a pris des deux mains, et qui a permis en fait de faire cette voie. C'était organisé avant, c'est-à-dire ils savaient que Gantz était d'accord et Gantz avait fait passer ça avec Lapid. Exactement. Donc je ne crois pas que Lapid soit vraiment le perdant. C'était marrant. C'est vrai qu'il peut y avoir un gagnant sans avoir perdant. Gantz a monté et remonté parce qu'il était un petit peu baissé. En ce qui concerne la première question, c'était. Alors, c'était. Non, moi j'avais parlé aussi du fait. Sur ton poste, j'ai lu ton poste, j'étais assez d'accord. Alors là, les gens, ils savent peut-être pas, ils ont peut-être pas lu. Non, ce que j'ai expliqué sur le fait que miser tout l'avenir professionnel de tous, uniquement sur le cursus universitaire, je pense que c'est complètement anachronique. Je suis assez d'accord, mais il faut savoir quelque chose en tant que médecin. Le niveau de santé des enfants est déterminé par le niveau d'éducation de la mère. C'est sûr. De la mère. C'est ça qui mais est-ce que l'éducation, c'est forcément l'université? Je ne suis pas certaine. Exactement. Ça, on peut. Voilà. Mais c'est très important. Mais ceci dit, pour les formations qui ne sont pas universitaires, en tant que mère de deux combattants qui ont fini l'armée, ils reçoivent ce qui s'appelle un Mahanak, une sorte de. Mais ça, ils reçoivent prime. de toute façon. Donc ils le reçoivent. Oui, ils peuvent s'en servir pour s'acheter une voiture. Oui, mais il y a aussi le Mahanak dont ils ne peuvent se servir que pour une formation. Mais donc, c'est pas obligatoirement universitaire. Donc, c'est ça. Ils ont déjà une somme. La bourse à 100% est un faux problème, puisque de toute façon, même à 66%, ils pouvaient continuer. Toi, tu penses que ça a complété? Oui, mais c'est pas vrai, parce que c'est important qu'ils aient, parce que par exemple, ce Mahanak, cette prime qu'ils touchent à la fin de leur chevaux peut leur servir à passer le permis pour ceux qui ne l'ont pas, à faire leur psycho pour ceux qui ont besoin. C'est ce que je dis, moi, c'est donner sans toucher et sans greffer le... Moi, ce que je dis, c'est donner l'argent aux soldats et donner-leur la liberté, je suis une libérale économique à ce niveau-là, d'accord, donner-leur la liberté de choisir dans quel cursus ils veulent se rendre et pas les forcer uniquement à aller dans une université. Alors, il y a une deuxième chose aussi, il faut savoir que ce n'est pas uniquement aux soldats combattants, c'est également aux soldats seuls et également aux soldats qui viennent d'un niveau socio-économique défavorisé. Alors, toi, tu disais tout à l'heure que d'après toi, Lapid était très content que cette loi... Je suis pas très d'accord avec toi, je te trouve un petit peu naïf, mais par contre, ça aurait été quand même, ça l'aurait foutu mal que cette loi ne passe pas, par exemple, à cause du Likoud, même à 66%. Non, parce que mercredi, le Likoud allait déposer un projet de loi pour les 100%. Mais oui, mais il ne l'aurait pas voté. La coalition n'aurait pas voté. La coalition ne l'aurait pas voté, d'accord, mais justement, ils l'auraient dit, expliquez-nous. On est encore dans les jeux. On est encore dans les jeux. Dans les jeux politiques. C'est passé, Baruch Hashem que c'est passé, préparons-nous à la prochaine tempête, parce qu'il y en aura d'autres. Exactement. Alors, la prochaine tempête, ça va être Jérusalem, avec la dimanche prochain, exactement, à laquelle il veut passer le monde bien sûr. Il faut voir un ministre du Parti socialiste, du Parti Avoda, Omer Barlev, qui a permis, accepté et a autorisé la marche à passer à Charles Shrem. Et tu en parles comme de quelque chose. Je suis très fière. Non, mais tu en parles comme de quelque chose d'exceptionnel. Non, l'année dernière, c'est pas passé par Charles Shrem. Une année. Exactement. Une année. L'année dernière. Le Likoud a baissé la tête devant les menaces du Hamas. Donc il faut... Grosse tâche sur le Likoud à ce niveau-là. Et aujourd'hui, moi, mais ils ont fait des bêtises qui leur a coûté le pouvoir. Ah, mais bien sûr, c'est une évidence. Clairement, les gens ne sont pas allés voter. Il y a 300 000 gens qui ont voté normalement, qui votent traditionnellement Likoud, qui ne sont pas partis voter les dernières élections. Juste un dernier truc pour parler d'Yom Yerushalayim. J'ai dans ma famille des Likoudniks qui ont quitté le Likoud. Ils ont quitté le Likoud parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Parce que ce n'est plus assez à droite. Non, parce que ce n'est pas... mais c'est ça le problème. Ce n'est pas un parti de droite. C'est qu'ils n'ont pas fait un... Non, le Likoud n'est plus un parti de droite. Le Likoud est devenu un parti... Comme de la même manière que un parti populiste qui est dirigé par... C'est pas vrai. De la même manière que le parti travailliste n'est plus un parti de gauche, mais un parti wokiste. Est un parti qui est dirigé par un populiste démagogue, Benjamin Netanyahou,
et qui, en fait, c'est lui la clé de voûte de toute cette coalition. C'est-à-dire que s'il quitte, le Likoud peut faire partie de la coalition au pouvoir, Mais enfin, le Likoud- Sauf qu'on ne laissera pas parti nos de adversaires droite. dicter qui sera. Non, mais c'est Avoir pas un le parti problème, de droite au c'est un pouvoir. parti démocratique d'ailleurs. Il y a deux partis démocratiques Oui, dans c'est un cette. parti démocratique qui n'est... Le Likoud où il n'y et a plus aucune Avoda. opposition. Pourquoi Non, il y a plein La d'oppositions. preuve, la preuve Ah bah, sur attends. cette loi. La preuve sur cette loi des bourses Il y a pour les aucune soldats. opposition. Bah, tu as entendu beaucoup toi-même. d'opposition. Dans le Likoud, au il n'y a sein- aucune opposition. Mais au contraire, tu viens de nous parler des enregistrements. Tu as entendu les enregistrements. Pendant les enregistrements, on avait Dirter, on avait Edelstein, on avait Barkat, qui n'étaient pas d'accord du tout avec la ligne de Benjamin Netanyahou, et qui l'ont dit très clairement. Et c'est grâce ou à cause, ça dépend d'où on se place, que ces 75% ont été proposés. S'il n'y avait pas eu d'opposition à Netanyahou au sein des députés Il n'y a pas de vraie opposition, ça, c'est pas de il n'y a pas de vraie opposition parce que Il y a c'est un personne géant qui- et les autres c'est des nains. Qu'est-ce qu'on va d'accord. faire Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, il se présente. Il se présente C'est pas les mon gens problème. pour lui. C'est pas un problème. Il a c'est une- détruit le Likoud en tant que parti de droite, et c'est ça le problème. Bon, Je- en tout c'est cas, ça les le gens de problème. droite n'ont pas l'air convaincus. Oui, Et- non. Les gens de droite ce que ne sont pas vous dites, convaincus. ceux qui ont quitté En le tout cas, non, Likoud. je voulais juste Ouais, rajouter au mais- niveau de la journée de Jérusalem dimanche. J'invite vraiment tous les auditeurs et téléspectateurs de Tandem à venir dimanche après-midi à Jérusalem à cette marche des drapeaux. À quelle heure À partir de 2h, ça commence à Kikar Tzion et on va ensuite jusqu'à, en fait, ça peut commencer même un peu plus loin vers Machane Yehuda et on va jusqu'au Kotel. D'abord, c'est En passant une par bouffée Sha'ar d'air frais, par Sha'ar Shrem et par Sha'ar Yafo. Il y a Ok. tellement de monde qu'on ne peut pas tous passer par D'accord. Sha'ar Shrem. Mais d'abord, c'est une bouffée d'air frais, de patriotisme, de sionisme pour tous ceux qui participent à cette marche-là. Il faut se rappeler, il y a 55 ans, on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas avoir on n'avait pas le Kotel entre nos mains, c'était occupé par la Jordanie. On n'avait pas le Harabaït, le mont du Temple. On n'avait pas Hebron, on n'avait pas Bethel, on n'avait pas Shiloh, on n'avait pas tout le berceau du peuple juif. Et je pense que, et cette année plus que toutes les autres, je pense très que important. c'est important, en tout cas pour moi en tant que personne de droite. Avec vos drapeaux. C'est important, je vous appelle à tous à venir dimanche après-midi à Jérusalem. Yom Jérusalem, c'est important pas seulement pour les partis de droite, c'est important pour tout le Mais peuple venez d'Israël. alors venez C'est important participer. pour tout, Alors pour tout participez. Israël, pour tout juif. Jérusalem n'est pas le qu'on se retrouve monopole. toujours entre n'est nous, pas c'est ennuyeux. le monopole Bien sûr que non. Mais Venez. justement, c'est Est-ce qu'il va y ennuyeux, avoir- moi Le j'aimerais. sionisme- Le Est-ce qu'il sionisme va y n'est pas un avoir parti- dimanche- n'est pas un monopole de parti de droite. Alors, est-ce qu'il y a Tout à fait. dimanche, Et les est-ce droits qu'il de va y l'homme avoir ne sont pas les droits de Tout à l'homme, fait. et la gauche n'a pas le Tout à monopole fait, des droits de c'est l'homme, pour on ça- est d'accord. Et c'est pour ça Et du cœur. que j'aimerais vraiment le Likoud en coalition. J'ai voté à l'époque où Herzog et après comment s'appelle Amir Peretz se sont joints à la coalition. J'ai voté pour être Au comité général. au comité général pour rejoindre la coalition. Le problème, c'est que plus personne ne veut s'asseoir avec Netanyahou. Bon, on Il faut verra aux comprendre. prochaines Et élections. il faut prendre les leçons. On verra, de la politique. peut-être qu'ils les ont pris. Ça va être vraiment le gros enjeu du Likoud pour les prochaines élections qui vont arriver tôt ou tard, parce qu'on sent bien qu'on est quand même en fin de vie on va en parler, là, de cette justement. coalition. On va en parler. Mais voilà, ça sera vraiment l'enjeu du Likoud d'arriver à faire voter les 200 ou 300 000 personnes, à les faire sortir, qui leur manquaient aux dernières élections, à les faire sortir de chez eux pour aller voter. Alors on en arrive donc à notre troisième sujet. Des démissions, après la démission, il y a un peu plus de 2 semaines, de la conseillère politique de Naftali Bennett, Shimrit Meir. C'est au tour, donc hier, de Tal Gan-Tzvi, chef de cabinet, de présenter sa démission et de quitter un navire, on doit le dire, qui est déjà bien désert. Qui a pris l'eau. Alors, au moment de la démission de Shimrit Meir, les raisons invoquées étaient qu'elle avait été poussée vers la sortie parce qu'elle avait tendance à tirer Bennett sur la gauche plutôt et à l'encourager à se chercher une base électorale qu'il aurait perdue donc à droite vers le centre et le centre gauche. Donc elle a été poussée par la sortie, mais là pour Tal Gan-Tzvi, on n'a aucune motivation réelle dans sa lettre, à part l'usure de la vie politique. Que l'usure, ça fait 1 an. Exactement, l'usure de la vie politique, tu vas nous en parler. Alors, Tal Gan-Tzvi, il faut dire à nos téléspectateurs que c'était un pilier, que c'est un pilier de Une marche Yamina. comme ça. Tal Gan-Tzvi, je l'ai pratiqué, d'accord.
c'est le soldat le plus fidèle que je connaisse de Naftali Bennett. C'est-à-dire que Naftali Bennett lui faisait une confiance. C'était la personne. Tous les hommes politiques, quand ils atteignent un certain niveau, ils ont quelqu'un qui est là et qui se fait un peu le portier, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'il dit, est-ce que toi tu peux rentrer voir la personne ou tu peux pas rentrer voir la personne, t'es pas assez suffisamment intéressante. Et à ce moment-là, peut-être que moi je vais m'occuper de toi ou alors je vais t'envoyer aux oubliettes. Et c'est pas seulement ça, c'était vraiment son conseiller le plus proche. Et je pense que c'est un énorme camouflet pour Naftali Bennett. Et je pense, à mon avis, que bien entendu que c'est pas de l'usure, parce que tu quittes pas un poste de chef de cabinet du Premier ministre après 1 an en disant que c'est de l'usure. C'est pas possible. À mon sens, tel que je connais Tal Ganzvi, qui est un homme de droite, il a avalé trop de couleuvres. Il y a eu trop de couleuvres. Il y a eu trop de couleuvres. Et surtout, je pense que le fait que Yair Lapid ait mené toutes les négociations avec Ra'am et avec Tibi, avec le parti arabe unifié, et avec Zouabi, en mettant de côté complètement Naftali Bennett, c'est-à-dire en fait d'être le Premier ministre de facto, le ministre des Finances de facto, le ministre des Affaires régionales de facto, le ministre des Affaires étrangères de facto. Il a mis de côté complètement, il a réduit Naftali Bennett à une espèce de on va dire de poupée ou de marionnette. Et ça, il n'a pas pu le supporter parce que ça veut dire que non seulement il est allé contre ses idéaux, mais en plus, il ne reçoit aucun intérêt de tout ça. Non, mais tu connais Naftali Bennett ? Oui. Oui. Tu crois que c'est vraiment quelqu'un qu'on peut traiter de poupée, de marionnette ? Ah oui. En ce moment, oui. Complètement. Oui, sans aucune. Alors je t'ai dit oui. Il ne représente plus personne dans la coalition. Les gens le quittent les uns après les autres. Il n'a plus aucun poids réel. On est en train de parler maintenant, aujourd'hui. Un mois avant qu'elle ne quitte, Silman était venue chez nous visiter. On était en tout petit comité. Et elle disait que uniquement du bien de la coalition. Elle faisait bien le job, ouais. Que c'était adorable, que c'était très très bien, que ça travaillait très bien. Sauf qu'aujourd'hui, la seule question qu'on se pose sur la scène politique aujourd'hui, c'est est-ce que Abir Kara, ou ça sera Abir Kara, Nir Orbach ou Ayelet Shaked qui supplient depuis déjà 1 mois le Likoud de les accepter, est-ce que lequel des 3 va rentrer au Likoud? Donc, alors c'était exactement ma question, parce que la question que je me pose et que donc je vous pose, c'est de savoir ce qui retient encore ces gens que tu viens de citer, Orbach, Nir Orbach, Abir Kara, même Ayelet Shaked, mais surtout aussi, même les députés de Tikva Hadasha, comme Zeev Elkin par exemple, de ne pas se sauver vraiment en courant. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Est-ce qu'ils espèrent encore quelque chose? Eric va te dire Benyamin Netanyahou. Ou est-ce qu'ils ont Bichlal un avenir politique? Est-ce que tu fais confiance à quelqu'un qui a trahi les uns après les autres ses partenaires de coalition? Tu parles de Bennett? Non, tu parles de qui? Non, je parle de Netanyahou. Ah, je croyais que tu parlais de Bennett. Pendant 12 ans, il nous a donné des cours de trahison. Ah. Comment tu veux faire? Donc Bennett a été un bon élève, c'est ça que tu es en train c'est ça que tu veux dire? Non, il n'a jamais trahi, il a jamais laissé tomber quelqu'un. Il n'a pas trahi ses électeurs. Il n'a jamais laissé. Il n'a pas trahi ses électeurs là. Non. Alors je vais faire la Naftali Bennett. Je m'engage, moi Naftali Bennett, à ne jamais faire entrer à ne jamais rentrer dans une coalition dirigée par Yair Lapid. Je ne serai pas Premier ministre avec moins de 15 mandats. Je m'y engage. Voilà, je signe. Benyamin Netanyahou, venez signer avec moi. Voilà, j'ai fait Bennett. Donc il a trahi personne. Il a trahi tous ses électeurs. Et c'est bien pour ça parce que les électeurs de Netanyahou, ils ont reçu toutes leurs promesses. Je sais pas. Tu sais pourquoi ils ont reçu toutes leurs promesses? Parce qu'il n'y a aucune promesse. On crédite encore le Likoud. Le Likoud n'a aucune matzah. Il a un bilan. Aux élections. Les gens votent par rapport aux élections. Il n'a jamais proposé quoi que ce soit. Donc, sans promettre, c'est très facile de ne pas. Il a un bilan. Il n'a pas trahi ses promesses. Il a une action. Il a un bilan, il a une action. Mais des actions, c'est quelque chose qui est post, ok? Maintenant, mais comment tu expliques alors, malgré tout ce que tu dis, qu'on est encore à 33, 34, 36 dans les... Ni le Miflegeta Avoda, ni Lieberman, ni Gideon Sa'ar, personne ne veut s'associer à quelqu'un qui a trahi tous ses associés. Donc... Bon, moi j'ai une réponse conspirationniste, un petit peu conspirationniste. On va dire comme ça, je ne sais pas à quel point les auditeurs et les téléspectateurs de Tandem sont au courant, mais on a en fait un parquet, il faut le savoir, en Israël. Le parquet de l'État en Israël, la police, a des dossiers sur tous les élus du pays. Et
comme par hasard, lorsqu'Abir Kara, le député Abir Kara de Yemina, a commencé à à se titiller sur sa chaise en laissant entendre qu'il n'était pas très satisfait dans la coalition, on a repêché son vote. Il avait voté il y a 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, par 2 fois, alors qu'il n'avait pas le droit. Ça avait été une histoire complètement oubliée. Et soudain, il a été entendu par les enquêteurs de la police. La même chose avec Nir Orbach, aussi député Yemina, tu pourrais remplacer Erdogan avec le Deep State en Turquie. Non, mais vraiment. Non, mais je suis pas. Non, après ce qui s'est passé avec le procès Netanyahou, après ce qui s'est passé avec le procès Netanyahou, moi je ne crois plus en rien. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pas du conspirationnisme. Regarde ce qui se passe avec le procès Netanyahou aujourd'hui. Plus rien ne me semble déraisonnable. Rien ne me semble déraisonnable. Si tu commences à mettre le parquet et la police sur le grill parce qu'ils ont pris un témoin et qu'ils l'ont forcé Ils ont pris des hommes politiques parce qu'ils attaquent des hommes politiques, parce qu'ils soupçonnent des hommes politiques. De soupçons qui n'existent pas, qui ne tiennent sur rien. On a eu quand même plusieurs exemples ces dernières années, Eric. C'est très dangereux. Et Yaakov Lehman, il y a plusieurs exemples. C'est la liste des hommes politiques. Daniel Friedman, Yaakov Lehman, tous les ministres de la Justice qui ont commencé à expliquer qu'ils voulaient faire des réformes ou qui voulaient faire quelque chose qui n'était pas dans le cadre de ce que l'intelligentsia de gauche, etc., voulait, ils ont été écartés des procès, des enquêtes qui ont tous mené à des non-lieux. Dans des complots comme ça, c'est très dangereux parce que ça... Sans parler de complot. Un instant, J'ai dit conspirationniste, c'était juste pour faire rire. Tu m'attaques avec lui. Non, je t'attaque pas, je voulais te demander... Tu penses que les structures de l'État sont saines? Non. Ou si tu penses que les structures de l'État ne sont pas saines, c'est très dangereux. Non, c'est pas dangereux du tout. Ça s'appelle Non, pas du tout. Ça s'appelle la démocratie. Penser qu'il y a un complot à l'intérieur de la police, penser qu'il y a un complot à l'intérieur du parquet, ça demande des complicités énormes, ça demande Mais justement, le procès Netanyahou est en train de les prouver, ces complicités. Non, mais les anciens procès, Eric, des procès qui ont duré, je pense au dernier, et c'est franchement pas, je suis pas du tout une fan, mais c'est le dernier procès, par exemple, d'Arié Deri. D'accord, qui pendant 7 ans a duré et qui s'est fini par une pauvre un truc fiscal. Je suis entièrement d'accord. Parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'arrivent pas. Et pourtant, ça a duré 6-7 ans. Ne doivent pas durer 6-7 ans. Non, d'accord, mais là, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Lieberman, quand il a été mis en examen, il a essayé de régler ça le plus rapidement possible. Donc, également, il faut savoir qui On a vu là dernièrement Gal Hirsch. Qui fait traîner ça également. Ce n'est pas... Mais dire que tout le système est pourri... Moi, je ne sais pas. À partir du moment où Ariel Sharon... Ça donne caution à des gens... À des solutions très Je vais faire un rappel historique, d'accord ? On est en 2003, Ariel Sharon est Premier ministre. Ariel Sharon, c'est celui qui a construit toutes les implantations, d'accord ? Tous les Yishouvim au-delà de la ligne verte, que ce soit en Judée-Samarie ou dans la bande de Gaza, enfin une bonne partie. Oui, bien entendu, tu as raison, complètement. Oui, la Mifleget Avoda, surtout, le Parti travailliste surtout, mais c'était le bulldozer qui à Élie, en tout cas, la localité où je vais, c'est lui qui a dit... Mais là, je veux une ville avec 10 000 habitants, etc., etc. Il a poussé tout le monde à construire. Et soudain, alors qu'il commence à avoir des soucis de justice, justement, il tourne kazakh et ça devient la personne qui détruit les localités qu'il a lui-même construites. Alors, à partir de là... Quelle destruction ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Le Gush Katif. Le Gush Katif. Le Gush Katif, il a détruit le Gush Katif. Il y avait une expression à cette époque-là, Keomek achakira, kachomek anesiga. Plus l'enquête sera poussée et plus le retrait sera poussé. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc je parle pas maintenant je suis pas complètement. Et qui manœuvre derrière tout ça ? Ce sont les protocoles des sages de Sion. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce sont les Martiens. Non, pas du tout. Non, d'accord. Eh ben, on peut ne pas être d'accord, mais bon, pour moi, il est évident. Je crois qu'il est très dangereux de monter. Je n'ai pas confiance pour le moment aujourd'hui, et je ne suis pas la seule aujourd'hui. C'est vraiment, comme Erdogan parle de deep state à l'intérieur de l'État turc, c'est vraiment très d'accord, il y a aussi Donald Trump qui parlait de deep state à l'intérieur des États-Unis, et c'est quelque chose d'assez...
Moi, je vais revenir sur une théorie. Oui, parce qu'à partir du moment, depuis 77, le moment où la gauche a vu qu'elle n'arrivait plus à séduire le vox populi, la voix populaire, à gagner dans les urnes. À gagner dans les urnes, elle a cherché d'autres moyens de gagner et de régner. Et un des moyens qu'elle a utilisé, à part les médias, c'est aussi la scène judiciaire. Ça ne s'appelle pas du conspirationnisme. Il suffit d'avoir des lunettes et de regarder, ou même sans lunettes, puisque je viens de me faire une opération, il suffit de regarder la réalité. Et moi, c'est une évidence. Ça parle pas. C'est pas une du évidence, tout, ça veut dire c'est pas ni Erdogan ni protocole des gestion. Ok. Les gens qui arrivent au parquet, les gens qui arrivent dans le système judiciaire, ce ne sont pas des gens qui sont monolithiques, qui sont politiques. Monolithiques, ouais. C'est pas des gens, c'est des gens de différentes sensibilité. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que est-ce que par hasard, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard que depuis la création de l'État d'Israël, est-ce que c'est un hasard? Attends, ils viennent de différents horizons. Mais non, c'est faux. Est-ce que c'est un hasard que depuis le début de l'État d'Israël, sur tous les juges de la Cour suprême, il n'y en a eu que 6 séfarades, par exemple? Est-ce que c'est un hasard si, depuis la création de l'État d'Israël, parmi tous les conseillers juridiques du gouvernement, il n'y en a eu qu'un seul séfarade? Est-ce que c'est Toi et moi, nous sommes séfarades. D'accord. Ok. Combien il y a de directeurs d'hôpitaux séfarades? Mais non, mais je te parle de la justice. Mais je viens de te parler de la justice. Moi, je te parle de l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, ce sont des clones. Dans tout le système éducationnel, on a eu du retard. Les séfarades ont eu du retard. Excuse-moi. On a eu du retard. Bien sûr. Mais comment est-ce possible de dire une chose pareille? Tu sais le nombre de médecins qu'il y avait en Tunisie? Pourquoi quand ils sont venus ici, ils sont devenus balayeurs? Pourquoi il n'y a pas de médecin? Pourquoi il n'y a pas de juge? Pourquoi il n'y a pas de juge à la Cour suprême? Pourquoi il faut un arabe à la Cour suprême? Ça aussi, c'est complètement fou. Ils sont 20%. Pourquoi il n'y a qu'un arabe à chaque fois? Et il faut à chaque fois le pousser pour qu'il rentre à la Cour suprême. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Encore là, ça s'est un peu arrangé. Mais au niveau des séfarades, au niveau des gens de droite, il y avait Edmond Lévy. Là, il y a maintenant Noam Soldberg. C'est devenu, oh là là, c'est le drapeau rouge pour tout le monde. Et tout le monde est en train de devenir fou parce que dans quelques années, ça va devenir le président de la Cour suprême. C'est un type de droite qui porte la kippa. Pourquoi, si c'est tellement pas monolithique, pourquoi ils se ressemblent tellement? Et pourquoi ils semblent avoir et pourquoi quand on les voit après leur retraite, on les entend se faire interviewer et ils ont tous absolument les mêmes idées. Donc tu n'arriveras pas à me faire croire que la Cour suprême n'est pas complètement uniforme au niveau des idées. Il nous donne quelques Quand la Cour suprême décrète des lois ou donne des arrêts qui sont en faveur de la ligne droite du gouvernement, on peut les compter sur les doigts de la main. Ça ne vous gêne pas. On les compte sur les doigts de la main et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut pas il faut surtout, la séparation des pouvoirs, c'est quand même le principe même de la démocratie, et le fait de mélanger tout ça et que la Cour suprême se mêle des lois pouvoirs législatifs, c'est une énorme erreur. La Cour suprême ne se mêle pas le doigt. La Cour suprême, quand on lui pose une question, on pose un appel à la Cour suprême. C'est pas aussi simple que ça, mais on peut faire un débat là-dessus. Un appel sur la Cour suprême, elle doit juger à partir des lois qui existent. Elle doit dire si la loi est constitutionnelle. Sauf qu'elle décide que la loi fondamentale, encore une fois, du respect des droits de l'homme, est au-dessus de toutes les autres lois. Et quand Israël décide, par exemple, quand Israël décide, non, oui, d'accord, mais c'était en 92. C'était en 92. Il y a 34 députés qui ont voté pour. D'accord, ok, très bien. Quand elle appelle une loi fondamentale. C'était pas comme ça à l'origine, c'était pas comme ça. Je conseille à tout le monde, encore une fois, de lire le livre de Simcha Rothman, le député Simcha Rothman, qui s'appelle Mifleget Bagat, le parti de Bagat, de la Cour suprême, et vous allez tout comprendre sur comment ça s'est fait, mais on arrête là le débat. Quand Bagat donne des appels qui sont favorables à la droite, personne ne l'appelle le Sav Mifleget Bagat. Sauf que ça arrive quasiment jamais. Bien sûr que ça arrive. Quasiment rarement. Mais alors, les droits de l'homme ne sont pas seulement les prérogatives de la gauche. Sauf que à la Cour suprême, les droits de l'homme ne sont pas seulement les prérogatives de la gauche. Suprême les aborde uniquement comme les droits des minorités. Et c'est à partir de là que les problèmes. Et je crois que Galit veut terminer l'émission. Alors, c'est pas que je termine l'émission. Je veux juste une dernière phrase. Effectivement, on arrive au terme. Mais juste avant qu'on se quitte, je voudrais que vous me disiez l'un et l'autre. D'après vous, est-ce que cette coalition surmontera encore une fois la prochaine crise? Est-ce qu'elle peut tenir encore longtemps? Voilà, des petits pronostics de l'un et l'autre. Une phrase pour dire. Une phrase. Il suffit de la profondeur de la poche dans laquelle sont placés les millions de shekels que Lapid et Bennett sont prêts à donner
aux Arabes, de la liste arabe unifiée ou de Ra'am. Tu as dit que tous les millions sont déjà programmés et qu'il n'y en a pas des supplémentaires. Tant Donc que la pierre de joute, de voûte, pardon, la pierre de voûte qui maintient la coalition pour l'instant, c'est Benyamin Netanyahou. Ils resteront ensemble. Il restera ensemble, exactement, puisqu'ils savent très bien que du moment où il y aura des élections, ils n'ont aucune chance d'avoir des accords avec Netanyahou. Je crois que Lapid prend de l'essor de plus en plus et il va être Premier ministre et il va se renforcer et ça sera lui qui, même s'il y aura des élections, remportera en fait les élections, le pouvoir. C'est-à-dire que même minoritaire à nouveau, il arrivera à refaire une coalition, tu penses tout à fait. D'accord. Très bien. Bon, sur ce... Sur cette note pessimiste, je vais aller pleurer chez moi. Moi, c'est bon, heureusement que je n'y crois pas. Sur cette note, écoutez, on verra, l'avenir nous le dira. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. On se retrouve très vite avec vous ou avec d'autres pour un autre Knesset et Match, d'autres débats sur l'actualité politique et sociale d'Israël. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée.